20 mars 1871, le Figaro couvre la première journée de la Commune. La journée. On comprendra qu'en présence des événements qui se sont accomplis dans la journée d'hier, nous donnions ici sans commentaire tous les renseignements que nous avons pu recueillir. Ces renseignements nous sont absolument personnels. Ils nous ont été apportés de tous les points de Paris par nos rédacteurs attitrés et nous garantissons leur parfaite authenticité. La tentative d'occupation de la butte Montmartre a eu lieu un peu avant le jour, vers 4 heures du matin. On avait eu la précaution, pour éviter de donner l'éveil, de faire camper dans les baraquements du boulevard des Batignolles les troupes qui devraient prendre part à cette expédition. Les gardiens des canons, au nombre d'une quarantaine en ce moment-là, ont été surpris en effet, et on les a désarmés sans trop de peine. Mais cela n'a servi à rien. Dès 5h30, le 88e de ligne, divisé en plusieurs colonnes, occupait le plateau de la butte et toutes les voies y aboutissant. Aucune résistance ne s'était produite, et il aurait été assurément très facile d'enlever les canons si la cavalerie, commandée à cet effet, n'avait pas été en retard de 2 heures. Combien n'avons-nous pas eu de ces sortes de retards depuis le commencement de la guerre? Pendant ce temps, on battait le rappel dans les rues. Les curieux devenaient nombreux, et les soldats du 88e, cajolés, amadoués par les uns et par les autres, ont fini par lever la crosse en l'air. Ça a été le commencement de la déroute. Enfin, des chevaux ont été attelés à une dizaine de pièces et, chose incompréhensible, les artilleurs chargés de les conduire sont partis à la queue leu-leu sans la moindre escorte. Jusqu'au point où la rue Lepic rencontre celle des Abbesses, tout s'est bien passé. Mais là, il s'était formé un rassemblement de 200 ou 300 personnes au plus, dont beaucoup de femmes, et le cortège des canons s'est arrêté devant cet obstacle, sans doute afin de ne blesser personne. Un moment après, un piquet d'infanterie de ligne est arrivé dans le but probablement de protéger les artilleurs. Mais les lignards se sont mêlés à la foule, et les conducteurs des canons, seuls contre la foule, ont rendu les pièces d'artillerie auxquelles se sont attelés des citoyens en grand nombre, qui les ont traînés au pas de course à la mairie de Montmartre. Pendant ce temps, le 88e régiment de ligne mettait la crosse en l'air, refusant d'obéir à ses chefs, et le général Lecomte, abandonné de ses troupes, était fait prisonnier et conduit par une compagnie de gardes nationaux à rétablissement du Château Rouge. La place Pigalle était occupée depuis le matin par de la ligne, un cordon de gendarmerie, 2 mitrailleuses et 2 pelotons de chasseurs d'Afrique. Vers 10 heures, des gardes nationaux, des femmes, des hommes en blouse se groupent autour d'un bataillon de ligne qui occupe la place et l'entrée de la rue Houdouin. Des cris nourris de « Vive la ligne » se font entendre. Une grande partie des soldats lève la crosse. À ce moment arrive un général. Les cris redoublent. Les chasseurs reçoivent l'ordre de dégainer. Les sabres sont sortis. Des cris furieux « Rentrez les sabres !» retentissent. Les sabres sont rentrés au fourreau. Quelques minutes après, les insurgés, forçant la ligne qui enserrait la place Pigalle, les chasseurs chargent. Ils sont accueillis par des coups de fusil. Nous avons vu un malheureux capitaine recevoir à bout portant 10 coups de fusil. Il tomba avec son cheval. La troupe n'avait probablement pas l'ordre de tirer, elle fuit. Détail intéressant, aucun soldat n'avait de baïonnette au bout du fusil. La place est vide en quelques secondes. Un cheval attelé à une mitrailleuse est tué, ainsi qu'un artilleur qui tombe près de la mitrailleuse reste sur la place et les insurgés s'en emparent. Les rues Pigalle et Duperré sont occupées par des gendarmes qui restent environ un quart d'heure. Ils ne tirent pas et partent probablement sur un ordre qu'ils reçoivent. Des soldats, commandés par un sergent-major, traversent la place pour rejoindre la rue Pigalle. Ils sont couchés en joue par les insurgés postés rue Pigalle, qui leur ordonnent de venir à eux. Ils se rendent. Nous pouvons estimer à 7 ou 8 le nombre des blessés et des tués. On nous raconte que le général Lecomte est fait prisonnier avec son état-major au Château Rouge. On lui fait signer une déclaration par laquelle il s'engage à ne pas tirer son épée contre Paris.
Le général donne l'ordre aux troupes occupant Montmartre de se replier sur Paris. Un bataillon descend la place Pigalle, trompette sonnante et la crosse en l'air. Le cheval tué est dépiécé et distribué immédiatement. Nous avons à signaler la conduite d'un gendarme qui a été admirable de sang-froid et de courage. À l'abri, avec son peloton, dans une rue donnant place Pigalle, il sort et va sur le trottoir ramasser des cartouchières à 25 mètres de la rue Houdon. Il reçoit plusieurs coups de fusil qui n'interrompent pas sa besogne. Il se relève et va à pas compter rejoindre ses camarades. Une grande effervescence règne dans le quartier. Les boutiques ferment. Sur les anciens boulevards extérieurs, depuis Batignolles jusqu'à la Chapelle, tous les établissements publics et toutes les boutiques sont également fermés. Aucun omnibus ne circule. Sur les places et au débouché des rues, on voit des gardes nationaux en sentinelle. La circulation, cependant, n'est interceptée nulle part. Durant toute la journée, de nombreux ouvriers volontaires ont été occupés à fortifier la butte Montmartre. On a creusé des tranchées plus profondément, on a solidifié les redoutes, on a mis les canons en place. Nous devons dire, pour être dans le vrai, que la plupart des ouvriers qui remuaient la terre étaient des enfants de 12 à 14 ans. 7 heures. Un détachement du 1168 de la Garde nationale, craignant que les gardiens de la paix soient victimes de quelques violences populaires, viennent les remplacer au poste de la rue Bredat, 15. Ceux-ci s'éloignent après avoir revêtu des habits civils et en laissant leurs armes et leur équipement militaire, dont inventaire a été dressé aussitôt après leur départ par le sergent de poste. 1 heure. 5 ou 6 garibaldiens, suivis de quelques individus en blouse, se présentent au poste, demandant des armes. Le factionnaire répond qu'il n'y en a pas. Après quelques pourparlers entamés avec le sergent, dont l'attitude est à la fois ferme et conciliante, le groupe s'éloigne sur l'ordre de son chef improvisé qui s'écrie « N'ayez pas peur, camarades, nous en trouverons autre part !» 9 heures. Le flot des gardes nationaux et des soldats du 88e qui se dirigent crosse en l'air dans la direction du boulevard Clichy essaye d'entraîner un peloton de soldats de ligne rangés sur le trottoir. Le peloton paraît ébranlé. 2 secondes après, il va suivre le courant. « Allons, mes enfants, l'arme sur l'épaule et par file à droite !» dit le capitaine qui ramène sa troupe en bon ordre. Nous regrettons de n'avoir pu prendre le nom de ce brave officier. 11 heures. Tout en haut de la rue La Rochefoucauld, dans un atelier de menuiserie de mince apparence et qui n'a sur sa porte mal jointe aucun numéro, on apporte un artilleur tué, disent les uns, par la décharge des chasseurs à pied, mort, disent les autres, à la suite de graves blessures à la tête provenant d'une chute de cheval. Le pauvre garçon est encore revêtu de son uniforme et couvert de son grand manteau à pèlerine. Ses bras pendent le long du brancard. Ses lèvres sont scellées, pour ainsi dire, par un caillot de sang. Les personnes admises à voir cette infortunée victime se découvrent avec respect devant elle. Un prêtre qui passe entre à son tour. Il s'agenouille et récite à voix basse les dernières prières. Une demi-heure après, le cadavre est provisoirement emporté dans l'école des frères de la rue des Martyrs, où avait été précédemment transporté M. de Saint-James, capitaine adjudant-major du 9e chasseur, frappé mortellement de 3 balles à côté du général Susbiel, à l'angle de la place Pigalle et de la rue Frochot. 2 heures. Des citoyens, protégés par une haie de gardes nationaux, élèvent une barricade au haut de la rue des Martyrs, au point de jonction de cette rue avec les boulevards Rochechouart et de Clichy. Derrière cette barricade en voie de formation est placé un canon sur son affût, destiné à balayer la rue des Martyrs. La rue Germain-Pilon, qui monte vers Montmartre, est défendue également par une pièce d'artillerie placée à son sommet. 2h30. Un bruit de tambour se fait entendre. De quoi s'agit-il? C'est une mitrailleuse attelée, prise le matin à la place Pigalle, qu'une compagnie de garde nationale va mettre en position. Elle est triomphalement traînée par 4 chevaux, montés tous les 4 par un zouave, un soldat de la ligne et 2 gardes nationaux. 3 heures. Les quartiers qui avoisinent l'hôtel de ville sont calmes. C'est à peine si 300 personnes stationnent sur la place de Grève elle-même. Au dehors de l'hôtel et dans l'enceinte de la grille, aucun factionnaire. Les portes sont fermées.
Aux fenêtres, quelques figures de soldats de ligne et de gardes de Paris. Les quais sont également déserts jusqu'au Louvre. On ne remarque dans ce quartier aucun déploiement de forces militaires. 3h30. Le commandant général des forces de Montmartre, entouré de son état-major, paraît sur la place Saint-Pierre. Il annonce qu'il ne reste plus qu'à marcher sur l'hôtel de ville. Acclamation. 4h. Le général Clément Thomas, en habit bourgeois, est reconnu boulevard Rochechouart et immédiatement arrêté par des gardes nationaux qui le conduisent au comité de la rue des Rosiers, en suivant la rue des Trois Frères et celle de Gap. Monsieur Clément Thomas était extrêmement pâle. Sauf un coup de bâton qu'il a reçu sur la tête, il n'a pas été trop maltraité. C'est rue des Rosiers que siège la cour martiale de Montmartre, où le général Lecomte avait déjà été amené depuis plusieurs heures. Beaucoup de promeneurs dans la rue de Rivoli, mais plutôt sous les arcades que sur le trottoir qui longe le Louvre et les Tuileries. Aux grilles, qui sont fermées, des factionnaires regardant ce qui se passe avec une curiosité voisine de la stupeur. Dans le jardin est cantonné depuis le matin le 89e de ligne, qui n'a pas eu conséquemment l'occasion de lever la crosse en l'air, comme paraît le croire un journal du soir. Ce sont des enfants plutôt que des hommes. Les sergents n'ont pas l'air d'avoir plus de 20 ans. Ils ne comprennent évidemment rien à la situation, ils chantent, ils rient, ils échangent des poignées de main à travers les barreaux avec des gardes nationaux, des femmes, des hommes en blouse, et quand on leur adresse une question, répondent invariablement « Que voulez-vous que nous sachions ?» Les officiers sont soucieux et graves. Ils rendent à peine le salut aux badauds qui crient « Vive le 89e !» 4h30. Le 77e bataillon de la Garde nationale, tambours en tête, se dirige vers le boulevard Ornano en chantant la Marseillaise. On voit dans les rangs de ce bataillon plusieurs soldats de la ligne qui paraissent tout joyeux de faire cause commune avec les canonniers de Montmartre. 6h. On termine une énorme barricade ayant la forme d'une demi-lune, au carrefour formé par la rencontre des rues Le Pic, des Abbesses et des Dames. Elle est défendue par 4 pièces d'artillerie qui, au besoin, pourraient balayer la rue Le Pic et la place Blanche. 6h30. On élève des barricades à la place Blanche, au débouché de la rue Blanche et de la rue Fontaine. Vers 4h, les gardes nationaux de Montmartre, qui étaient réunis depuis le matin, se sont mis en route pour descendre dans Paris. Le rappel avait été battu dès 5h du matin. 3 bataillons à peu près prirent par la rue des Martyrs, où les groupes ne répétaient qu'avec un enthousiasme médiocre leurs cris de « Vive Garibaldi! Vive la République !» Les premiers de ces hommes marchaient assez militairement, mais il en était autrement déjà dès le 2e bataillon, et dans le 3e, on portait l'arme avec un sans-gêne et une fantaisie qui n'avaient rien d'effrayant. L'autre partie des gardes nationaux, composée encore de 3 ou 4 bataillons, a pris par le boulevard Rochechouart et le faubourg Poissonnière. Ces 2 groupes, qui disaient sur leur passage qu'ils se dirigeaient vers l'hôtel de ville, renfermaient un certain nombre d'artilleurs et de soldats. Au moment où ces hommes quittaient Montmartre, le bruit courait que les généraux Clément Thomas et Lecomte avaient été fusillés. Une cantinière de la Garde nationale affirmait avoir assisté à l'exécution, et certains gardes nationaux se vantaient d'y avoir pris part. À 5h, 10 bataillons de la Garde nationale, représentant un effectif d'environ 15 000 hommes, passent le pont de la Concorde et se massent en bon ordre sur la place, à quelques mètres des grilles du jardin. À ceux qui les interrogent, ils répondent qu'ils sont envoyés par le comité central. « À Montmartre! À Montmartre !» s'écrie-t-on de toutes parts. Un bataillon s'ébranle, puis 2, puis 3. Tous partent au cri de « Vive la République! Vive la Commune! À bas Vinois !» L'un d'eux rencontre dans la rue Royale une patrouille de la Garde nationale. « Criez Vive la République !» lui dit-on. La patrouille passe sans rien répondre. « Il faut leur tirer des coups de fusil !» hurle un homme à grande barbe. Par bonheur, ce sauvage conseil n'a pas été entendu. Un gendarme à cheval, qui portait des dépêches, a été arrêté boulevard Rochechouart et conduit au comité central de la rue des Rosiers. Nous n'avons pas su ce qu'il était devenu. Dans la journée et la soirée d'hier, environ 150 gendarmes ou gardiens de la paix ont été arrêtés par les triomphateurs et conduits à la mairie de Montmartre.
Le général Lecomte et Clément Thomas ont été en effet fusillés à 5h30, rue des Rosiers, dans un jardin. Un officier des volontaires garibaldiens a exprimé le désir qu'il fût procédé à un simulacre de jugement, mais sa voix a été couverte par les cris « À mort! À mort !» et l'on a passé outre. Clément Thomas a opposé une assez vive résistance. Il a été saisi par quelques individus qui l'ont adossé contre un mur et il a été fusillé presque à bout portant. Il a reçu, nous a-t-on dit, 20 balles dans la poitrine. Le général Lecomte est mort en soldat. Il n'a pas voulu qu'on lui bandât les yeux et est resté coiffé de son képi. La caserne du prince Eugène a été occupée ce matin par les insurgés, qui d'ailleurs n'ont pas tenu à y rester, et qui y ont laissé la troupe après lui avoir pris ses fusils. La troupe, d'ailleurs, c'était le 120e de ligne, y a mis beaucoup de bonne volonté. L'après-midi a été consacré à la construction des barricades dans tout le 11e arrondissement. Rue Saint-Sébastien, rue Saint-Sablon, rue Sedaine, rue du Chemin Vert, on élevait des barricades de pavés, habilement disposées, d'après le système de la fameuse commission des barricades. À 5h, Belleville appartient tout entier à l'insurrection. 5 barricades gouvernent la rue de Paris, entre le boulevard extérieur et la rue de Puebla. Les rues latérales sont également barrées. Dans la rue Piat, où on trouve la poudrière de l'arrondissement, nouvelle barricade. La paix se fait dans une des maisons de cette rue. On distribue aussi aux gardes nationaux de petits bulletins sur papier jaune, dont nous ignorons le contenu. 2 canons sont placés derrière la seconde et la 3e barricade de la rue de Paris. Des écriteaux annoncent qu'à partir de 7h, la circulation sera interdite dans Belleville. D'ailleurs, elle est de fait interceptée. Au coin du faubourg du Temple, on construit une barricade à laquelle les passants sont invités presque poliment à apporter leurs pavés. S'ils refusent, ils n'ont qu'à faire le grand tour par la rue de la Chopinette. La même formalité était observée d'ailleurs dans le quartier de la Roquette. La caserne Napoléon, derrière l'hôtel de ville, était occupée par le 108e ou 109e de ligne. Au moment où le caporal de Pose sortait pour relever les factionnaires, on s'est aperçu qu'une des sentinelles avait disparu, laissant un fusil aux mains des embaucheurs. Le train de Tours, arrivant en gare à 6h, a été arrêté par une 50aine d'insurgés à son entrée dans Paris, entre Ivry et la gare. On en a fait descendre le général Chanzy et M. Edmond Turquet, député de l'Aisne, ancien procureur impérial. Ces messieurs ont été amenés et le train a pu reprendre sa marche. Dernière heure. L'état-major de la place Vendôme est occupé par les bataillons de Belleville et ceux qui s'y sont réunis. Paul Bernier. Les proclamations suivantes ont été affichées dans la journée d'hier sur les murs de Paris. Habitants de Paris, nous nous adressons encore à vous, à votre raison et à votre patriotisme, et nous espérons que nous serons écoutés. Votre grande cité, qui ne peut vivre que par l'ordre, est profondément troublée dans quelques quartiers. Et le trouble de ces quartiers, sans se propager dans les autres, suffit cependant pour y empêcher le retour du travail et de l'aisance. Depuis quelque temps, des hommes mal intentionnés, sous prétexte de résister aux Prussiens, qui ne sont plus dans vos murs, se sont constitués les maîtres d'une partie de la ville, y ont élevé des retranchements, y montent la garde, vous forcent à la monter avec eux, par ordre d'un comité occulte qui prétend commander seul à une partie de la garde nationale, méconnaît ainsi l'autorité du général d'Aurelle, si digne d'être à votre tête, et veut former un gouvernement en opposition au gouvernement légal, institué par le suffrage universel. Ces hommes, qui vous ont causé déjà tant de mal, que vous avez dispersés vous-même au 31 octobre, affichent la prétention de vous défendre contre les Prussiens, qui n'ont fait que paraître dans vos murs, et dont ces désordres retardent le départ définitif, braquent des canons, qui, s'ils faisaient feu, ne foudroieraient que vos maisons, vos enfants et vous-même enfin, compromettent la République au lieu de la défendre, car s'il s'établissait dans l'opinion de la France que la République est la compagne nécessaire du désordre, la République serait perdue. Ne les croyez pas, et écoutez la vérité que nous vous disons en toute sincérité. Le gouvernement, institué par la nation tout entière, aurait déjà pu reprendre ces canons dérobés à l'État, et qui, en ce moment, ne menace que vous, enlever ces retranchements ridicules qui n'arrêtent que le commerce, et mettre sous la main de la justice les criminels qui ne craindraient pas de faire succéder la guerre civile à la guerre étrangère.
Mais il a voulu donner aux hommes trompés le temps de se séparer de ceux qui les trompent. Cependant, le temps qu'on a accordé aux hommes de bonne foi pour se séparer des hommes de mauvaise foi est pris sur votre repos, sur votre bien-être, sur le bien-être de la France tout entière. Il faut donc ne pas le prolonger indéfiniment. Tant que dure cet état de choses, le commerce est arrêté. Vos boutiques sont désertes, les commandes qui viendraient de toutes parts sont suspendues, vos bras sont oisifs, le crédit ne renaît pas, les capitaux dont le gouvernement a besoin pour délivrer le territoire de la présence de l'ennemi hésitent à se présenter. Dans votre intérêt même, dans celui de votre cité, comme dans celui de la France, le gouvernement est résolu à agir. Les coupables qui ont prétendu instituer un gouvernement à eux vont être livrés à la justice régulière. Les canons dérobés à l'État vont être rétablis dans les arsenaux. Et pour exécuter cet acte urgent de justice et de raison, le gouvernement compte sur votre concours. Que les bons citoyens se séparent des mauvais, qu'ils aident à la force publique au lieu de lui résister. Ils hâteront ainsi le retour de l'aisance dans la cité et rendront service à la République elle-même, que le désordre ruinerait dans l'opinion de la France. Parisiens, nous vous tenons ce langage parce que nous estimons votre bon sens, votre sagesse, votre patriotisme. Mais cet avertissement donné, vous nous approuverez de recourir à la force, car il faut à tout prix, et sans un jour de retard, que l'ordre, condition de votre bien-être, renaisse entier, immédiat, inaltérable. Thiers, président du Conseil, chef du pouvoir, exécutif de la République. Dufort, ministre de la Justice. E. Picard, ministre de l'Intérieur. Pouillet-Cartier, ministre des Finances. Jules Favre, ministre des Affaires étrangères. Général Leflot, ministre de la Guerre. Amiral Pothiot, ministre de la Marine. Jules Simon, ministre de l'Instruction publique. Delarcy, ministre des Travaux publics. Lambrecht, ministre du Commerce. Paris, le 17 mars 1871. Gardes nationaux de Paris. On répand le bruit absurde que le gouvernement prépare un coup d'État. Le gouvernement de la République n'a et ne peut avoir d'autre but que le salut de la République. Les mesures qu'il a prises étaient indispensables au maintien de l'ordre. Il a voulu et il veut en finir avec un comité insurrectionnel dont les membres, presque tous inconnus à la population, ne représentent que les doctrines communistes et mettraient Paris au pillage et la France au tombeau si la garde nationale et l'armée ne se levaient pour défendre d'un commun accord la patrie et la République. Paris, le 18 mars 1871. A. Thiers, Dufort, E. Picard, Jules Favre, Jules Simon, Leflot, Amiral Pothiot, Lambrecht, Delarcy. À la garde nationale de la Seine. Le gouvernement vous appelle à défendre votre cité, vos foyers, vos familles, vos propriétés. Quelques hommes égarés, se mettant au-dessus des lois, n'obéissant qu'à des chefs occultes, dirigent contre Paris les canons qui avaient été soustraits aux Prussiens. Ils résistent par la force à la garde nationale et à l'armée. Voulez-vous le souffrir? Voulez-vous, sous les yeux de l'étranger, prêt à profiter de nos discordes, abandonner Paris à la sédition? Si vous ne l'étouffez pas dans son germe, c'en est fait de la République et peut-être de la France. Vous avez leur sort entre vos mains. Le gouvernement a voulu que vos armes vous fussent laissées. Saisissez-les avec résolution pour rétablir le régime des lois, sauver la République de l'anarchie, qui serait sa perte. Groupez-vous autour de vos chefs. C'est le seul moyen d'échapper à la ruine et à la domination de l'étranger. Le ministre de l'Intérieur, E. Picard, Paris, le 18 mars 1871. Rétro News, le site de presse de la BNF.